Le détective Barclay regarde des dossiers devant lui et fronce les sourcils. Il enquête sur une série de braquages de banques dans la ville. Il n'avait jamais rien vu d'aussi brutal et en même temps d'aussi magistral. Les portes des coffres étaient tout simplement déchiquetées et le seul indice que l'on avait pu trouver était les bords littéralement fondus des coffres. Comme si quelqu'un avait utilisé un chalumeau, mais alors il devait être aussi chaud que le soleil. Le détective bâille et se prépare à se lever de son bureau quand le téléphone sonne. « Détective, un autre vol en ville. La banque centrale cette fois. Venez immédiatement. » Barclay soupire et enfile son imperméable. La nuit allait être longue. Lorsqu'il est arrivé, une brigade de police était déjà sur place. Mais une chose a attiré son attention. Cette fois, il y avait des témoins, contrairement au cas précédent. 2 personnes étaient assises à l'arrière de l'ambulance, recroquevillées sous des couvertures. Barclay demande aux policiers de les garder là jusqu'à son retour et entre à l'intérieur de la banque. Le scénario était le même que d'habitude. D'épaisses portes métalliques défoncées, une chambre forte vide et aucune autre trace. Barclay retourne interroger les témoins. D'après leurs déclarations, il comprend qu'ils étaient restés tard pour régler quelques affaires urgentes. Quand soudain, la porte de la banque s'était ouverte et que 3 personnes portant des masques noirs étaient entrées. Il semblait surpris de voir quelqu'un dans la banque. Mais alors, l'un d'eux a relevé le bas de son masque et a craché au visage des employés. La substance sentait mauvais et était manifestement toxique. Mais avant de perdre conscience, les témoins ont entendu les voleurs entrer dans la chambre forte, ont vu un flash lumineux et sont devenus presque sourds à cause du boom qui a suivi. Puis, ils se sont tous les 2 évanouis et quand ils sont revenus à eux, il n'y avait plus que la police et l'ambulance. Barclay a tout noté dans son carnet et s'est précipité dans la banque, les yeux rivés au sol. Oui, quelques gouttes de substance visqueuse transparente avaient été laissées sur le sol, comme il le soupçonnait. Il a alors chargé les spécialistes de la recueillir et de l'envoyer au laboratoire pour analyse. Il y avait donc 3 voleurs, et au moins l'un d'entre eux avait des pouvoirs d'insectes. Ces mutations étaient apparues dans le monde voici plus de 100 ans, à la suite d'un cataclysme. Des millions de tonnes de toxines avaient été répandues dans l'air et dans l'eau, mais personne n'avait senti de différence jusqu'à la naissance de la génération suivante. Près de 70% des bébés avaient reçu des gènes d'insectes et acquis des capacités surhumaines. Et bien sûr, tout le monde n'en a pas fait un usage honorable. On frappe à la porte du bureau du détective et sa partenaire, le détective Woods, fait son entrée. Ancienne formatrice de l'unité K9, elle est dotée des capacités d'une mythe tigrée. Elle peut envoyer des signaux ultrasoniques pulsés que seuls les animaux et les insectes peuvent entendre. Woods se rapproche du bureau de Barclay en 3 longues enjambées et y dépose un dossier avec un sourire suffisant. « Jetez-y un coup d'œil », dit-elle mystérieusement. En regardant le dossier, Barclay écarquille les yeux. « Mais ça veut dire qu'on les a sur un plateau ?» finit-il par s'exclamer. « Exactement », répondit Woods. « Ok, allons les chercher. » Ils conduisent sans gyrophare pour ne pas attirer l'attention jusqu'à l'adresse où est censé habiter Jeremy Blythe, un type qu'ils avaient coffré 2 ans auparavant. Les résultats du laboratoire montraient la présence de son ADN dans l'échantillon de la banque. Lorsque Woods s'arrête, ils descendent discrètement de la voiture et entrent dans l'immeuble délabré de 5 étages. Les détectives marchent sur la pointe des pieds jusqu'à l'appartement, attentifs au grincement du parquet, s'arrêtent devant la porte et échangent des regards. Alors que Barclay s'apprêtait à enfoncer la porte, celle-ci vola soudain en éclats et une énorme silhouette se précipita sur eux, les plaquant tous 2 contre le mur opposé. Étourdi, Barclay a juste eu le temps de remarquer 2 autres silhouettes qui s'enfuyaient dans le couloir. Puis le géant les a lâchés et s'est enfui lui aussi. Il portait apparemment une lourde armure noire et blanche. Barclay appelle des renforts, mais quand l'équipe débarque, il est déjà trop tard. Les coupables ont disparu. Dans l'appartement, il trouve encore du liquide visqueux et une carapace. Une carapace vide, noire et blanche, semblant convenir à un humain. « Il a mué », déclare Woods. « Ouais », répond Barclay. Et ça nous donne une autre piste.
L'examen du labo révèle que la carapace appartient à un autre vieil ami de la police, Anthony Steele. Il portait l'armure d'un scarabée cuirassé, le matériau le plus résistant au monde, que seule une scie circulaire diamantée pouvait couper. Barclay fait venir un agent doté d'ailes de libellule et d'une vision spéciale pour rechercher Steele dans son quartier et invite Woods dans son bureau. « Regarde, j'ai dessiné une carte de leurs activités. Tu vois le dessin ? Non. Et si je le finissais ? Comme ça ?» Barclay regarde Woods pour voir sa réaction. C'est une spirale ? Presque. C'est une crevette. Je crois que je sais qui est le troisième type et pourquoi c'est le patron. Les détectives guettent près de la banque qui, d'après la carte, devrait être la prochaine cible des braqueurs. Cela faisait 3 jours qu'ils surveillaient les environs et se préparaient à l'assaut. Enfin, le 5e jour, 4 heures après la fermeture de la banque, ils ont vu 3 silhouettes s'approcher du bâtiment. L'une d'elles était énorme et a franchi les portes de la banque sans même s'arrêter. Barclay a alors fait signe aux officiers en embuscade de se tenir prêts et se rend vers la banque avec Woods. Il n'y a personne à l'intérieur, comme il l'avait convenu avec le directeur. Les détectives suivent les voleurs pratiquement jusqu'à la chambre forte, s'arrêtant derrière un coin. Woods sort alors un miroir de poche pour leur permettre de voir ce qui se trame. L'énorme homme et un autre font 2 pas en arrière, tandis que le troisième s'approche des portes de la chambre forte et enlève un de ses gants. Il y a une grosse et effrayante pince de crabe en dessous, avec sa plus petite partie relevée comme une gâchette. L'homme dirige son bras mutant vers la porte, la pince se met en action et il y a un flash aveuglant et un boom assourdissant qui oblige les 2 détectives à se boucher les oreilles avec les mains. Quand ils peuvent de nouveau voir et entendre, ils voient que la porte de la chambre forte est de nouveau arrachée et encore fumante. Les voleurs entrent alors et un cri retentit à l'intérieur. Pas un geste. Un groupe spécial était placé dans la chambre forte toutes les nuits. Ils avaient tous des pouvoirs de scarabée bombardier. Alors que les criminels se retournaient pour s'enfuir, 4 jets de liquide rougeâtre leur sont projetés dans le dos. L'homme immense, Steele, arrive en dernier et prend tout le choc sur lui. Il est projeté face contre terre et ses vêtements se désintègrent à cause de l'acide. Mais l'armure en dessous reste intacte. Ses complices courent vers le coin et foncent sur les détectives. Blythe arrache son masque facial et crache en visant le visage de Woods, mais il le manque et tombe par terre. Barclay voit que Woods se tient debout, la bouche grande ouverte et qu'elle hurle ses ultrasons vers Blythe pour le stopper. Le chef de la bande les dépasse et continue à courir. Barclay se précipite à sa suite. Mais alors que le criminel sortait en courant par la porte d'entrée, des officiers armés l'ont entouré et lui ont ordonné de lever les mains. Barclay le voit s'arrêter et faire ce qu'on lui dit. Mais quand il a compris ce qui se passait, il était déjà trop tard. Il saute derrière un bureau et se bouche les oreilles. La super griffe surgit de nouveau, envoyant une impulsion de lumière dans toute la pièce. Un grondement de tonnerre se fait entendre. Les officiers crient et tombent au sol. Le chef de gang se dirige vers une brèche dans leur ligne de front et sa griffe se met lentement en position armée, prête à dégainer. Barclay se lance à sa poursuite et demande des renforts au commissariat. Commence alors une course-poursuite de près d'1 kilomètre. Zigzagant dans le quartier et franchissant des obstacles, le criminel étant étonnamment agile malgré sa griffe encombrante. Mais à un tournant, il s'arrête brutalement et est comme soulevé du sol, retombant sur le dos. C'est la libellule que l'agent Barclay avait envoyée un peu plus tôt. Elle avait attrapé le voleur par le haut et l'avait jeté à terre. Barclay ne parvint qu'à crier « Mettez-vous à l'abri !» lorsqu'il vit, comme au ralenti, la griffe maléfique se lever à nouveau et se refermer d'un coup sec. La décharge le rendit aveugle et sourd pendant 1 seconde, et Barclay trébucha, mais il resta sur ses pieds et frappa le coupable qui était sur le point de s'enfuir à nouveau. L'officier libellule gisait à proximité, assommé mais sain et sauf. Barclay attaque alors le criminel par derrière, le prend par les poignets et le relâche après 1 seconde. Le voleur essaie de s'enfuir, mais tombe la tête la première, incapable de décoller ses mains l'une de l'autre. Elles étaient recouvertes d'un épais fil argenté. Pistolet crevette, hein ? Barclay se relève, haletant mais souriant. Eh bien moi, tu vois, je suis une araignée à écorce, et tu ferais mieux de ne pas t'en prendre à des gens comme moi. Allez, je t'emmène au poste.